Bonjour à tous, vous écoutez l'Europe en 43 minutes, animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Europe Direct. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christine Bousquet, notre ancienne présidente, tout récemment, qui est en cours de passation. Donc, bonjour Christine. Bonjour Astrid. Alors aujourd'hui, mois de décembre oblige, nous allons parler des fêtes et traditions de Noël et autour du mois de décembre et début janvier en Europe. Avec vous, Christine. Donc, petite historique un petit peu, Christine, parce que vous étiez professeure d'histoire médiévale. Noël, qu'est-ce que c'est un petit peu exactement ? Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est Noël avant d'être une fête commerciale et avoir un Père Noël ? Qu'est-ce que c'est ? Et est-ce qu'on l'a fête depuis toujours, depuis longtemps ? Comment ça se passait auparavant ? Bon, Noël, c'est l'anniversaire de la naissance du Christ, de la naissance du Christ. Donc, à Bethléem, c'est en tout cas ce que nous dit l'Évangile, né à Bethléem, donc au moment du recensement imposé par l'Empire romain, qui avait le pouvoir sur toute la région de Judée et de Galilée. Donc, la fête de Noël célèbre un anniversaire, l'anniversaire du Christ. Alors, évidemment, vous doutez bien que cet anniversaire n'a pas été fêté dès la première année. La première année, parce qu'il fallait le temps que les choses soient sues, qu'on sache que ce petit enfant, c'était Jésus, et que Jésus, c'était le Fils de Dieu, ce que disent les chrétiens. Donc ça s'est fait progressivement, et en fait, l'idée de fêter l'anniversaire, la naissance du Christ, s'est imposée vraiment au IVe siècle. IVe siècle de notre ère, c'est l'idée, on a vu circuler sur les routes romaines. Je rappelle que l'Empire, c'est plein de voies romaines qui menaient depuis le fin fond de la Judée jusqu'à Rome. Eh bien, sur ces routes romaines circulent aussi des idées, circulent des foi, de la foi chrétienne. Et donc, on va parler de cet anniversaire qui va progressivement être fixé. Alors, on dit classiquement deux choses. On dit d'une part que c'est la fête des Saturnales, qui était la grande fête classique de l'Empire romain. Les Saturnales, en tout cas, ce qui est important, c'est qu'on est dans une fête qui est autour du solstice d'hiver. Le solstice, c'est le 21 décembre, et donc c'est le moment où le soleil est le plus éloigné de l'équateur. C'est le moment où les jours sont les plus courts, et donc le moment un petit peu compliqué à vivre, et donc il fallait un peu créer une semaine de fête. C'était le rôle des Saturnales, qui célébraient le dieu Saturne, qui roupillait le reste de l'année et qui se réveillait pendant ces réjouissances où on abolissait toutes les barrières sociales. Par exemple, les esclaves avaient le droit de faire comme les autres. Donc, c'était un moment de renaissance. Et puis, c'est devenu le jour de la naissance du soleil invaincu. Le soleil, même s'il est très peu présent, le 21 décembre, il se lève très tard, il se couche très tôt. Malgré tout, à partir du 22 décembre, les jours vont commencer à rallonger petit à petit. Bon, c'est pas tout de suite, on voit pas la différence minute immédiate. Après minute. Mais quand même, on est dans la bonne partie de l'année où on commence à voir les jours rallongés. Donc c'est Sol Invictus, qui est une fête qui s'est superposée à celle des Saturnales, qui est une fête très populaire dans l'armée romaine. Or, l'armée romaine, évidemment, elle est partout dans l'Empire. Et donc, c'est elle qui va diffuser aussi les choses. Alors, c'était la fête du dieu Apollon, le dieu solaire. Puis, il y avait aussi un peu de mitraïsme qui se superposait, qui était très pratiqué par les militaires. Alors, mitraïsme... Alors, c'est le culte de Mitra. C'est un culte qui est populaire en Orient et qui, pour certains éléments, se rapproche un peu d'un monothéisme, qui est introduit un petit peu le monothéisme. Donc, c'est un passage, finalement, qui a peut-être permis à ce monothéisme cette religion d'unifier d'abord l'Empire, si l'empereur Aurélien va le choisir, et puis à donner naissance, à laisser la porte ouverte à la pratique d'autres religions. Donc, on sait que le 25 décembre 274 de notre ère est inauguré à Rome le temple du Sol Invictus sur le champ de Mars, avec un collège de prêtres. Donc, on n'est pas du tout dans Noël encore, mais voilà, c'est le jour de cette naissance qui va être célébré.
Et Noël, le mot de Noël, découle du mot dies natalis, le jour de la naissance d'un soleil invaincu, puisqu'il ressuscite en fait. Il commence, il commence à remonter dans le temps. Donc, au départ, la date de naissance de Jésus, c'est pas le problème. On ne la connaît pas vraiment précisément. C'est une dimension symbolique, c'est pas une dimension historique. Donc c'est ça qui est important. Et on pense que le premier qui vraiment a appelé les chrétiens à célébrer Noël, eh bien, c'est l'évêque Saint-Rémy de Reims. Saint-Rémy de Reims qui fixe cette date, le Noël 496. Alors, on a souvent assimilé ça au baptême de Clovis. En fait, on ne pense pas que ce soit la bonne date. Mais l'évêque de Reims, Rémy, a joué un rôle sans doute important dans la diffusion de la date de Noël. Mais ça repose quand même sur une culture différente, qui est plus ancienne et qui se superpose. Mais ça, c'est classique. Le christianisme se superpose, que ce soit sur le plan de l'architecture, sur le plan souvent des symboles, il s'est superposé. Il n'a pas cherché à faire table rase de ce qui existait, mais à christianiser tout ce qu'il a trouvé. Oui, c'est un peu christianiser finalement des traditions, des fêtes païennes. Oui, christianiser des fêtes païennes, christianiser des lieux de culte. Il y a beaucoup de vieux lieux de culte païens qui deviennent des églises. L'exemple le plus célèbre, c'est le Panthéon à Rome. Le Panthéon, c'est le lieu de tous les dieux qui devient l'église de Dieu, au singulier. Donc, avec le monothéisme, justement. Oui, voilà, avec le christianisme, oui. L'Europe en 43 minutes sur RCF Touraine. L'Europe en 43 minutes, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Europe Direct. Et aujourd'hui, nous parlons des fêtes et traditions de fin d'année autour de Noël, du mois de décembre et du début janvier, avec Christine Bousquet. Donc Christine, vous êtes revenue un petit peu sur cette historique de Noël. Pourquoi fête-t-on Noël le 25 décembre Est-ce qu'on fête Noël un peu, les traditions, quelles sont les traditions de Noël? Est-ce qu'on les fête un peu partout de la même façon en Europe ou pas? Je crois qu'il y a plusieurs aires géographiques, un petit peu. Oui, alors il y a beaucoup de choses différentes. D'abord, je rappellerai quand même une chose, c'est que le temps de Noël, c'est un cycle qu'on dit de 12 jours. Puisque nous fêtons Noël le 25 décembre, mais on se rend compte que jusqu'à l'Épiphanie, jusqu'au 6 janvier, en fait, ce sont tous ces jours-là, et donc les festivités ne sont pas forcément les mêmes en Espagne, en Allemagne, ou en Italie, ou en France. Donc ça, c'est quand même un élément important. Et puis avant peut-être de rentrer dans le détail, je dirais quand même un petit mot sur le fait qu'il y a eu des moments dans l'histoire, et notamment dans l'histoire française, où Noël n'a pas été fêté. Et notamment pendant la Révolution française, à Noël 1790, les carillons sont interdits. Il n'y a plus de carillons, d'abord parce qu'on fait fondre les cloches pour faire des armes, donc il n'y a plus de carillons, faute de cloches aussi. On ne chante plus de cantiques. En 1792, toutes les églises sont fermées du 24 décembre au 25 décembre, donc la nuit de Noël. Les églises sont fermées pour empêcher toute célébration. Or, beaucoup de paroisses à cette époque-là ont passé outre cet interdit, mais enfin, c'est quand même un signe révélateur. Alors, la seule vraie messe de minuit qui a été abolie, c'est l'année de la Terreur, 1793, où là, vraiment, il n'y a pas eu de messe pratiquement en France. Et il faudra attendre l'année 1804 pour que Pie VII, le pape Pie VII, qui est venu en France pour Napoléon, va célébrer la messe de Noël aux Tuileries. Et on joue des vieux Noël à l'orgue. C'est le Sueur qui joue des vieux Noël à l'orgue. Donc, on retrouve, on renoue avec la tradition. Donc c'est un moment important. On l'oublie quelquefois cette histoire de la Révolution française, mais c'est quand même évidemment important. Alors la manière de fêter. D'abord, il y a une chose, c'est les crèches de Noël. Les crèches, c'est un sujet qui en ce moment, depuis 2006, c'est un sujet qui revient comme chaque année. Enfin bon, quand on n'a rien d'autre à dire, eh bien, on parle de la crèche de Noël. Alors, qui a fait les premières crèches?
c'est Saint François d'Assise. Saint François d'Assise au XIIIe siècle. Donc en 1223, il a établi une crèche vivante dans un village, le village de Greccio en Italie. Donc c'est la première représentation, première crèche de Noël. Et il faut penser que toutes ces fêtes, que ce soit Noël ou Pâques, sont aussi des occasions pour la chrétienté de retrouver un certain sens du théâtre. On va mettre en scène, c'est facile, à mettre en scène la Sainte Famille, le bœuf et l'âne. Alors je rappelle quand même que le bœuf et l'âne, ce n'est pas dans l'Évangile. Vous pouvez lire tous les Évangiles, vous ne verrez pas de bœuf et de l'âne, et pourtant nous mettons tous des bœufs et des ânes dans nos crèches. Aujourd'hui, ça vient des Évangiles apocryphes, donc ceux qui ne sont pas retenus au corpus canonique des Évangiles. Donc voilà, la première crèche, elle date, on peut la dater, 1223, donc maintenant ça fait un millénaire. Il faut peut-être rappeler aussi qu'à cette époque-là, la plupart des gens ne savaient pas lire. Alors, donc, il faut nuancer un peu. Il faut nuancer parce que, en fait, ça, c'est ce qu'on raconte souvent en disant que le Moyen-Âge est une période obscure. Non, pas forcément. Mais non, il y avait plus de gens qui savaient lire que ce qu'on pense. En fait, ce qui nous trouble, c'est que quand nous apprenons à lire à nos enfants, on leur apprend aussi à écrire. Or, le geste de l'écriture au Moyen-Âge est un geste très technique que tout le monde ne fait pas. Par exemple, Charlemagne, il savait lire, mais il ne savait pas écrire. D'accord. Alors, donc, si vous prenez tous les textes qui sont écrits au Moyen-Âge, toute la comptabilité des marchands italiens, notamment au XIIIe siècle, c'est qu'ils savaient lire, ils savaient écrire, ils savaient lire, bien sûr. Donc, si on prend toutes les représentations de la Vierge, on la représente au Moyen-Âge en train de lire. Si vraiment les gens ne savaient pas lire, n'auraient pas représenté la Vierge devant les livres, avec un livre dans la main. Donc c'est vraiment quelque chose. Et d'ailleurs, on dit que c'est sa mère, Sainte Anne, qui lui a appris à lire. Ça fait partie des légendes qui circulent, bien entendu. Alors, la crèche, elle n'appartient pas seulement au culte catholique. Les protestants, que ce soit les réformés, les évangéliques, eux aussi font des crèches et ont cette tradition. Il y en a aussi chez les orthodoxes, la tradition de la crèche, qu'on appelle la petite grotte, par exemple, dans les pays slaves. Donc c'est quelque chose. Alors dans les pays orthodoxes, les pays slaves, la crèche elle est mouvante. On reste plutôt dans la théâtralisation, plus que dans quelque chose de statique, comme ce qu'on voit ici. Alors, vous savez qu'il y a eu plusieurs essais de faire interdire les crèches dans les lieux publics en France. Ça n'a jamais marché. Ça revient régulièrement. Et en fait, tout le monde peut célébrer les fêtes et les collectivités comme elles l'entendent. Mais c'est important de le rappeler, parce que ça heurte quand même notre histoire, une décision comme ça. Alors, ce n'est pas un problème de laïcité, c'est d'abord un problème de culture. Oui. Parce que vouloir faire comme si ça n'existait pas, ça n'a jamais réconcilié les gens avec quoi que ce soit. Donc, je pense que c'est une très mauvaise idée. Visages célèbres ou plus anonymes, chaque semaine, des hommes et des femmes de conviction nous parlent de leur métier et de leur passion. Des parcours inspirants qui donnent envie de s'engager, de s'émerveiller, de s'ouvrir aux autres. Visage, proposé par Thierry Lyonnais, c'est ce dimanche à 11h et 20h. Au pied de la lettre, vous invite à des rencontres qui éclairent le monde d'aujourd'hui. Des auteurs qui font l'actualité littéraire, présentent leurs livres et nous font découvrir leurs univers ainsi que leurs personnalités. Au pied de la lettre, le grand magazine littéraire présenté par Christophe Héningue, c'est chaque dimanche à 23h. RCF, l'Europe en 43 minutes. Vous écoutez l'Europe en 43 minutes, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Europe Direct. Et aujourd'hui, nous parlons des fêtes de fin d'année avec Christine Bousquet. Donc, Christine, vous nous avez dit que Noël se fêtait plus ou moins sur 12 jours, mais il y a notamment dans les pays germaniques, on commence déjà dès le 6 décembre. Avec la Saint-Nicolas. Voilà, avec la Saint-Nicolas. Avec la Saint-Nicolas. Quelles sont les traditions justement de cet espace germanique ?
Alors, d'abord, la première chose qu'il faut dire, c'est que la fête que nous connaissons, fête de Noël, elle est issue d'un véritable syncrétisme. Hein, je vous l'ai dit en commençant. C'est pas quelque chose qui s'est imposé à coup de fouet, hein, pas du tout. C'est un métissage assez subtil qui s'est fait progressivement. Donc, il y a plein de traditions. Alors, par exemple, on sait que dans le monde germanique, bon, il y a la Saint-Nicolas le 6 décembre. C'est un personnage qui est très aimé dans le monde germanique, pas seulement, hein, aussi en Italie. Nicolas, c'est un évêque, par exemple, à Bari, la cathédrale de Bari, c'est une cathédrale Saint-Nicolas. Donc, il y a une célébration qui est assez importante en Allemagne, qui était la célébration de Yule, qui va être une fête qui va être fêtée jusqu'à la christianisation de la Scandinavie. La Scandinavie, grosso modo, s'est christianisée autour de l'an 1250, à peu près. Voilà. Donc, c'est un vieux terme norrois, Yule, hein, Yol, ça vient du norrois et qui voulait dire solstice, tout simplement. Donc, on retombe toujours sur cette idée, cette définition. Ouais. Donc, ça veut dire que la lumière va jouer un rôle central. Je rappelle que dans tous ces pays du Nord, l'hiver c'est le manque de lumière les journées sont très courtes. Hein. Oui, les journées sont très courtes et puis il y a vraiment pas beaucoup de lumière. Même quand il fait jour, la lumière c'est la grande absente. Donc évidemment, on a envie de fêter la lumière, de revenir à la lumière. Donc on va allumer par exemple une bougie pendant 12 jours, une par jour, et puis on va faire un feu de cheminée sans discontinuer. Parce que évidemment, ça fait de la chaleur et ça fait de la lumière. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu pareil, un petit peu partout dans les pays nordiques. On a également, dans les grandes mythologies du Nord, on a un récit où on a deux frères, arbres, qui s'affrontent. Alors, c'est une légende. Dans un duel, on a un vieux roi qui est du hou, et puis un jeune roi qui est chêne. Et c'est le jeune roi qui gagne sur son aîné et il va s'enflammer. Donc, il renouvelle le cycle, bien sûr, et son feu va illuminer, va brûler, réchauffer bientôt toute la terre. Parce que le hou, ça brûle pas bien. Donc, il fallait que ça soit le chêne qui brûle. Donc, généralement, lorsqu'on fête cette fête, eh bien, on va mettre une bûche dans la cheminée, bien sûr, une bûche de chêne, qu'on enduisait de miel ou d'huile pour favoriser la fertilité. Donc maintenant, eh bien, la bûche n'est plus forcément dans la cheminée et elle devient très très comestible. Elle devient souvent un dessert. Hein. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve ici. Alors on retrouve par exemple aussi dans la mythologie scandinave, on va retrouver des chèvres, non pas un âne et un bœuf, mais des chèvres qui sont associées qui sont attelées au chariot du dieu du tonnerre, le dieu Thor. Hein, donc donc on a deux chèvres, celle qui fait grincer les dents et celle qui montre ses dents. Donc on sent qu'elles sont pas tellement agréables, ces deux biquettes. Et donc elles auraient été mangées lors d'un banquet, recrachées et ressuscitées par le dieu qui les aurait conduits pas dans le ciel, à côté de lui, donc c'est Thor. Donc c'est une forme sans fin de nourriture qui est toujours associée au cycle de la Renaissance, à la pluie qui est apportée par les divinités. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve. Par exemple, aujourd'hui, dans les décorations de Noël en Scandinavie, eh bien, vous trouvez des petites chèvres en paille. Voilà l'origine de la chèvre en paille de Scandinavie. On l'a souvent oublié, mais c'est parfaitement ancien et c'est un culte païen, bien entendu. Et dans une ville de Suède, j'ai oublié son nom, je ne sais plus dans quelle ville, tous les ans, on fait un spécimen géant de 13 mètres de haut et qui est incendié généralement avant son démontage par les gamins de la ville qui, évidemment, s'amusent à mettre le feu à cette chèvre géante. Donc voilà une tradition qu'on a oubliée, qu'on oublie souvent, et on a ce genre de choses qui existent un peu partout. Alors, on parlait de Saint-Nicolas, donc c'est ça qui vient réconforter, et notamment les trois jeunes filles dont le père n'avait pas d'argent pour
pour les faire vivre. Et donc, il voulait les prostituer. Et Saint Nicolas jette des pièces d'or au père pour que les filles puissent ne pas se prostituer. Donc, Saint Nicolas est fêté. Il apporte des cadeaux aux enfants. Parmi les grandes traditions nordiques, vous avez aussi Sainte-Lucie. Oui. Sainte-Lucie, la fête de Sainte-Lucie. Lucie, c'est Lux, la lumière. On retombe toujours sur ça. Sur le thème de la lumière. C'est une christianisation du thème de la lumière. Et donc, c'est le 13 décembre, je crois, la Sainte-Lucie, ou le 12 ou le 13. J'ai perdu la date. Et on va célébrer les Lucies, célébrer la lumière. RCF, l'Europe en 43 minutes. L'Europe en 43 minutes avec Christine Bousquet et nous explorons les traditions et fêtes de fin d'année en Europe. Donc là, vous venez de nous parler de la Saint-Nicolas, de la Sainte-Lucie, toujours avec cette thématique de la lumière. Je crois justement que les jeunes filles s'accrochent des bougies sur la tête. Alors, pas très pratique pour la chevelure. Non, c'est toujours un peu dangereux. Un peu dangereux. Oui, ça fait partie des rites classiques de la Suède. Ces petites filles, ces petites jeunes filles qui arrivent dans l'église et qui, avec leur couronne de lumière. Mais ce qui montre à quel point tous ces pays ont besoin de lumière. Oui, la Sainte-Lucie, c'est le 13 décembre. 13 décembre, voilà, merci. Voilà. Alors, donc il y a également les pays latins. Nous fêtons dans les pays latins les traditions de Noël. C'est un peu différent. Oui, alors je prendrai un exemple, c'est l'Italie. La Befana, qui appartient en fait un peu à l'imagerie d'Halloween quand on réfléchit. Une vieille femme, une comme vieille une sorcière, femme, absolument. Un peu, Donc ça se démarque un peu des personnages qu'on associe généralement à Noël. On associe plutôt un enfant, une jeune femme qui vient d'accoucher. Bon, Befana, c'est une déformation du mot Epiphania. C'est ça, c'est la déformation. Donc c'est une vieille femme, mais qui est une sorcière bienveillante et qui récompense les enfants sages. Les autres, évidemment, non, mais les enfants sages. Alors c'est son personnage né dans le folklore italien, qu'il inclut dans les mythes, qu'il inclut dans sa vision de l'Église, sa vision du christianisme, à partir du XIIIe siècle. Et pour les Italiens, sur leur chemin pour visiter l'enfant, les rois mages se seraient arrêtés pour demander leur chemin à la vieille Befana et auraient essayé de la convaincre de les accompagner. Et bon, elle a refusé au départ et puis elle a été prise de remords. Elle a essayé d'y aller et sans succès. Et donc, elle aurait distribué les cadeaux qui étaient prévus pour l'enfant Jésus aux enfants qu'elle croise dans la rue. Voilà comment les Italiens vont parler de la Befana. Alors, c'est pas tout à fait fini, parce que le 6 janvier, jour de l'Épiphanie, eh bien, cette Befana, qui est vraiment très gentille, vient remplir les chaussettes que les enfants ont accrochées près d'une fenêtre, près de la cheminée. Alors, les gentils, ils ont du chocolat, des caramels, les méchants, du charbon. C'est moins bien. Et les parents qui sont quand même sympas vont remplacer le charbon par autre chose. Et souvent, c'est de réglisse pour rappeler la couleur du charbon. Et puis, en même temps, pour que ça soit quand même comestible. Donc, c'est pour ça que si vous allez en Italie au moment de Noël, eh bien, dans tous les magasins italiens, proposent des chaussettes décorées, le balai de la vieille sorcière, des poupées à l'effigie de la Befana, et puis même des déguisements. Et on fait des biscuits qui sont en l'honneur de la sorcière, qu'on appelle les Befanini. Les Befanini, donc c'est une tradition qui est née à Rome et qui maintenant s'est développée partout en Italie. Donc voilà un exemple de ce qui se passe en Italie. Alors on peut aussi circuler en Europe, par exemple, prendre le Wednesday en Irlande, le Wednesday. Alors, c'est le 26 décembre, c'est le jour de la Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est le premier saint de l'Église, après le bon bandit qui est à côté du Christ sur la croix. Donc, c'est un petit oiseau, le wren, un petit roitelet, un petit oiseau vif, qui va être mis à l'honneur. Il a une voix qui est puissante, musicale,
et par les druides pré-chrétiens, le considéraient comme une créature sacrée. Et donc, généralement, les jeunes garçons allaient le chasser dans les bois, et puis ils vont parader avec le corps de l'oiseau fixé en haut des mains pour demander des dons. Alors, c'est une pratique qui est une pratique païenne, hein, vraiment païenne. Et, mais le druide en Irlande, c'est quelqu'un qui, bien sûr, qui est un prêtre païen, mais qui est aussi celui qui a la sagesse ancestrale, qui est respecté pour ça, y compris à partir du christianisme, du moment où l'Irlande est chrétienne, et il va occuper une place centrale dans la hiérarchie sociale. Donc c'est un érudit, c'est un conseiller, c'est un guérisseur, c'est un intermédiaire entre les hommes et Dieu. Alors les dieux au départ et puis Dieu après. Donc on va évidemment le retrouver, y compris dans le monde chrétien en Irlande. Donc il y a des pratiques qui ont survécu, comme le Wrensday. Hein, donc les Irlandais se costument de vieux vêtements de paille et ils vont parader en chantant, en dansant dans les rues. Alors ils brandissent quelquefois des représentations du petit oiseau. Maintenant ils ne le tuent plus. C'est quand même un progrès, quand même un peu mieux. Bien entendu, ils ne le tuent plus. Donc, il y a également, je crois, au Pays de Galles, des traditions particulières. Alors, au Pays de Galles, on peut croiser celle qu'on appelle la Mari-Lwyd. Je ne sais pas comment ça se prononce, je ne parle pas le gallois. Alors, c'est une ambiance un peu mystique. Hein, c'est tout à fait différent de ce qu'on vient de voir. Donc, c'est entre Noël et le 5 janvier. Voilà, pendant cette période, on croise dans certains villages, à la nuit tombée, une mystérieuse et terrifiante Mari-Lwyd, qu'on appelle la Sainte Vierge ou la Jument Grise. C'est un personnage de la tradition, du folklore traditionnel, de la Grande-Bretagne. Marie viendrait du mot marée, jument en anglais, et Lwyd, gris en gallois. Voilà, c'est pour ça que voilà. Donc c'est tout simplement une symbolique qui renvoie aux croyances antiques qui disaient que le cheval était un peu le guide de l'âme. C'est lui qui permettait à l'âme de faire d'avancer sur le chemin. Et donc c'est en lien avec le cycle de la vie et de la mort. Et chez la plupart des peuples européens, d'ailleurs indo-européens. Donc c'est celui qui va permettre de passer du monde visible au monde invisible, et on le retrouve dans beaucoup de mythologies. Or, on est en hiver, en Pays de Galles, on est comme dans les pays du Nord. C'est une période difficile et on attend le retour de la lumière. Et donc, ce cheval va permettre d'accéder à cette lumière. Alors, c'est un volontaire qui se dissimule sous un crâne de cheval, alors souvent remplacé maintenant par une image, bien sûr. Ce crâne était orné de rubans, de fausses oreilles. On avait des yeux factices, on avait des clochettes, et c'était fixé sur un manche à balai, et tout ça était dissimulé sous un grand drap. Et donc, il y avait un groupe de jeunes hommes qui accompagnaient cette jument fantôme qui parcourait les rues, qui claquait des mâchoires pour effrayer les enfants, et elle devait chanter devant les maisons quand elle était invitée. Et les habitants peuvent refuser, mais s'ils refusent, ils doivent improviser une chanson avec les arguments qui leur passent dans la tête par rapport à ce qu'ils entendent. Hein. Donc, l'échange continue jusqu'à ce que les habitants cèdent et offrent une boisson et un repas. Donc, l'accueillir, cette Mari-Lwyd, c'était supposé porter chance pour l'année à venir. Nous nous retrouvons tout de suite après la petite pause musicale. RCF à Amboise, 100.4 à Cheverny, 96.4. L'Europe en 43 minutes sur RCF Touraine. Nous revoici donc sur le thème des fêtes de fin d'année et de Noël avec Christine Bousquet. Alors Christine, on continue un petit peu dans cette région du Nord, un peu avec des traditions très différentes des nôtres. L'Islande, je crois aussi, qui fait partie de l'Europe. Oui, l'Islande qui est un pays européen, même si elle ne fait pas partie de l'Union européenne. Alors en Islande, c'est assez particulier parce qu'il y a 13 Pères Noël, 13 personnages, qui d'ailleurs ne sont pas des Pères Noël, mais qui, quand on les compare, qui distribuent des cadeaux donc en fin d'année. Et ce sont des trolls,
trolls, au départ, qui visitaient les enfants durant ces 13 jours qui précédaient Noël. Alors, ils étaient associés à la figure de leur mère, une ogresse, qui dévorait les enfants désobéissants, et ils effrayaient évidemment les populations rurales pendant toute la saison froide. Ils sont pas tendres, les Islandais. Non. Et donc, le tempérament de ces trolls s'est adouci avec le temps, et maintenant, ils sont plus farceurs que cruels. Et on a un poème qui est intéressant, un poème qui date des années 30, qui présente chacun de ces trolls avec une traduction en français qui est particulièrement intéressante. Alors, je ne vais pas vous lire tous les 13 noms, mais par exemple, il y en a un c'est le harcèle mouton. Il y en a un autre, c'est le lécheur de cuillère, le racleur de marmite, le gobeur de yaourt, le voleur de saucisses, le renifleur de porte, le crochet à viande et le mendiant de bougies. Donc voilà, ce sont des hommes, vous voyez, des trolls qui avaient quand même une réputation un peu particulière. Alors maintenant, ce sont des joyeuderies qui distribuent des cadeaux, bien sûr, aux enfants sages, mais pour les autres, ils laissent une pomme de terre pourrie dans la chaussette de ceux qui ne l'ont pas été. Hein, bien sûr, on a ce genre de choses. C'est un peu différent du charbon, mais bon, non, ça mais reste c'est la même idée. Cadeau, Hein, c'est pas très partout. sympa. On retrouve la même idée, bien entendu, un peu partout. Alors, en Finlande, c'est la tradition du sauna. Hein. Alors oui, en Finlande, le sauna, c'est une institution, hein, on le sait. Alors, à l'époque pré-chrétienne, le sauna, c'était un espace qui était un peu sacré. C'était le lieu de la purification du corps et donc de l'esprit également. C'est un lieu qui est essentiel pour des sociétés de pays froids, des sociétés souvent rurales en plus, où les mois d'hiver sont très longs, sont froids. Et on sait que, par exemple, les saunas, c'était aussi l'endroit, le lieu privilégié des accouchements. Et c'était aussi un lieu pour conserver les corps des défunts avant l'enterrement. Donc voilà, c'était un élément important. Alors aujourd'hui, c'est plutôt un mode de vie, le sauna. C'est une tradition, mais c'est un mode de vie. Et donc, il y a la formule du bonheur qu'on dit en Finlande, c'est Sisu, sauna et salmiakki. Alors, Sisu, c'est un esprit serein. Le sauna, j'ai pas besoin de le traduire. Et le salmiakki, c'est une friandise réputée en Finlande. Voilà. Donc, c'est inscrit, le sauna finlandais, il est inscrit au patrimoine culturel de l'UNESCO. C'est quand même quelque chose de tout à fait important. Et donc, pendant la période des fêtes, eh bien, on décore l'entrée des saunas avec des lanternes, des branches de houx. On le nettoie en profondeur, on en profite pour faire un grand nettoyage. Et le soir de Noël, toute la famille s'y retrouve. C'est un moment de partage avec la famille, les amis. Voilà, on fête Noël au sauna. C'est tout à fait un peu particulier. Et les fêtes de Noël se sont un peu exportées aussi, de fait que les Européens sont partis dans le monde entier. On retrouve Noël maintenant fêté quasiment partout, parfois dans des endroits un peu... Improbables. Alors, on sait par exemple, au Mexique, c'est logique, le Mexique a été... conquis par les Espagnols, donc Herman Cortés. Et évidemment, en débarquant, les Espagnols débarquent avec des pratiques. On sait que on va faire des sculptures sur radis. C'est quelque chose d'assez étonnant. Alors, l'histoire, on ne sait pas si c'est une réalité ou une légende. Je pense que la légende n'est pas loin de la réalité, disons. C'est une pratique un peu curieuse. On raconte que 2 moines auraient ramassé des spécimens de radis qui étaient un peu en retard sur leurs congénères. Et donc, ils ont été surpris parce que c'était des radis de grande taille, de forme un peu inhabituelle, et ils vont donc les apporter à la fête de Noël locale. Et les agriculteurs du coin, qui sont des sculpteurs sur bois aussi, eh bien, profitent de ce nouveau support pour attirer davantage de curieux sur le marché de Noël. Et donc, ils vont créer des figures bibliques à partir des radis ou des figures populaires. Et c'est une pratique qui est devenue une tradition. Et il y a un concours officiel au Mexique depuis 1897. On fait des sculptures sur radis. C'est un art tout à fait reconnu. On peut avoir des radis qui font 3 kilos et une longueur de 50 cm. C'est du radis de choc. C'est du radis de concours. Et donc, les hommes qui vont faire ces sculptures ont un couteau et quelques heures simplement pour faire leur radis. L'Europe en 43 minutes sur RCF Touraine.
Nous parlons aujourd'hui des fêtes de fin d'année avec Christine Bousquet. On a vu un peu le Mexique. Alors, il y a un pays un peu plus improbable, c'est le Japon aussi qui fête Noël. Oui, alors le Japon, ça fait pas partie de la culture japonaise. C'est Noël, bien sûr. Donc l'importation de Noël découle d'une stratégie commerciale, tout simplement. Donc, est-ce que vous avez une idée de l'endroit où les Japonais vont fêter Noël, où vont passer le soir de Noël? Eh bien, vous allez tomber de votre chaise, Astrid. Les Japonais passent le soir de Noël à déguster du poulet pané sur les bancs en plastique d'un restaurant KFC. Sans vouloir faire de pub pour KFC, assez particulier. Évidemment, ça nous paraît complètement démentiel. On est là, nous, en train de réfléchir pendant tout le mois de décembre à ce qu'on va faire comme menu le soir de Noël. Là, c'est le KFC, donc depuis les années 70. Et KFC avait lancé une campagne de pub qui s'appelait Kurisumasu Niwa Kentucky. Alors je le prononce sûrement pas très bien, mais ça voulait dire Kentucky pour Noël. Et donc elle invitait les consommateurs à venir fêter Noël. Et donc un grand baril décoré de poulet pané, de boissons et de desserts. Donc on est bien loin de nos traditions. On est très très loin de nos traditions, mais c'est assez intéressant de voir comment, finalement, on s'est emparé partout de cette tradition de Noël pour en faire quelquefois un peu n'importe quoi. Il faut quand même bien le reconnaître. Alors, avant de nous quitter, Christine, j'aimerais quand même revenir sur une fête essentielle, et notamment en Espagne, c'est l'Épiphanie quand même. Ça clôture un petit peu toutes ces festivités, les cycles de Noël. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage, comme ça, on clôturera cette émission aussi par l'Épiphanie. Les Rois mages, c'est un texte de l'évangile de Matthieu, il n'y a que Matthieu qui en parle, et qui parle de mages venus d'Orient. Il ne dit pas qu'ils sont rois et il ne dit pas qu'ils sont trois. Ça, c'est une invention qui s'est progressivement imposée. Donc, ces mages qui viennent pour admirer l'enfant et qui lui apportent des cadeaux qui ne sont pas n'importe quel cadeau. L'or, c'est l'or de la puissance, bien sûr. C'est la richesse. L'encens, c'est le produit qui monte vers le ciel et qu'on retrouve dans toutes les religions, qui permet d'accéder à Dieu, finalement, cette fumée qui monte vers le ciel. Et puis la myrrhe, c'est un élément très important puisque c'est ce qu'on va mettre sur le corps des morts pour l'embaumement. Et évidemment, ça annonce les étapes de la vie du Christ. Donc, ces trois éléments qu'on retrouve dans la thématique de Rois mages. Alors, les Rois mages, pendant très longtemps, on a raconté que c'était les races de la terre. Si on regarde l'iconographie de ces rois, c'est faux. L'iconographie des rois mages, c'est une iconographie non pas des races de la terre au départ, mais des âges de la vie. Vous avez le jeune mage qui est un peu en arrière, qui est un berbe. Vous avez le mage qui est en deuxième position, qui est debout, qui a un petit collier de barbe noire. C'est l'homme dans sa maturité. Il a 40 ans à peu près. Voilà. Donc l'âge adulte. Et puis le vieux mage qui généralement est représenté devant. Il est à genoux. Il a retiré sa couronne parce qu'on va leur mettre très vite des couronnes. Il a retiré sa couronne et il offre son cadeau à l'enfant sur les genoux de sa mère. Donc ce sont les âges de la vie et pas les races de la terre. Il faut attendre pratiquement le XVe siècle pour que ça change. Et là, on va voir effectivement, on va avoir un Européen, un Africain, un Asiatique. C'est difficile à voir dans l'iconographie, c'est pas très percutant. Pas très clair. Et évidemment, donc ce sont les trois fils de Noé, et ça rappelle les trois fils de Noé à ce moment-là. Et le problème vient à la fin du XVe, lorsqu'on découvre l'Amérique. On a trois rois, on a trois fils de Noé, et voilà qu'on découvre un nouveau continent, et on n'a pas de quatrième fils. Donc, il y a au Portugal une représentation à Viseu où on voit un quatrième roi, donc qui porte une coiffe d'Indien, telle qu'on imaginait au Portugal. Et alors, ça n'a pas marché, ça n'est pas resté, ce quatrième roi. Mais par exemple, on sait que 3 n'a pas été forcément le chiffre tout de suite. Par exemple, dans un évangéliaire arménien, on a 12 rois mages.
Donc, c'est 12 mages. Aux 12 apôtres, donc, les 12 apôtres, tout à fait, ou les 12 tribus d'Israël. Enfin, c'est un chiffre sacré. Donc, les 3, c'est la Trinité, c'est les 3 âges de la vie. Ça reprend ces thématiques-là. Et la fête des Rois Mages, elle est extrêmement importante en Espagne. L'épiphanie, c'est la fête la principale, finalement. Donc, en France, c'est une galette des rois. Mais aujourd'hui, les galettes des rois sont dans les magasins à partir quasiment du 1er décembre jusqu'à la fin janvier, alors qu'avant, on n'en trouvait que le 6 janvier, les 2 ou 3 jours qui suivaient, mais c'est tout. Donc, ça a perdu un peu de sa valeur symbolique, mais c'est une fête qui était extrêmement importante. Et le tombeau des Rois Mages est en Allemagne, à Cologne. Alors, c'est un tombeau qui, évidemment, est très symbolique, puisque on ne sait pas du tout les choses, on ne sait pas, mais ils sont repartis vers l'Orient. On a des représentations. Le thème des Rois Mages, c'est sans doute un des thèmes les plus représentés dans l'iconographie chrétienne. Depuis très tôt, depuis le IIIe siècle, on a des Rois Mages sur les sarcophages, par exemple, les premiers sarcophages chrétiens, et c'est une thématique qui a traversé les siècles. Et d'ailleurs, en Espagne, les Espagnols s'offrent les cadeaux en janvier. Le 6 janvier, le 6 janvier. tout à fait. Non pas le 24 décembre. C'est plus logique, puisque les mages apportent des cadeaux à l'enfant. Tout à fait. Donc, c'est assez logique. Nous, on célèbre les anniversaires, donc Noël étant la fête anniversaire de l'enfant. Voilà, c'est pour ça que c'est comme ça. Mais effectivement, le 6 janvier se comprend très bien. Et juste une dernière petite question, parce qu'on sait que les calendriers ont un peu changé. Il y a le calendrier grégorien, le calendrier julien. Justement, quand on parle de fêtes qui maintenant vont quasiment du 6 décembre au 6 janvier, est-ce que ça n'aurait pas été un problème de traduction de calendrier ou pas, non? Là, honnêtement, j'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne pense pas, mais ça a peut-être joué un petit peu. Alors, ça joue, on le sait, avec le calendrier orthodoxe. Oui. Ça, on sait que ça joue et que les dates ne sont pas la même. Dans l'Europe latine, je ne suis pas sûre. Je serais pas péremptoire là-dessus, mais je suis pas sûre. Donc à vérifier, peut-être voilà, plus pour tard, nos auditeurs. Pour les auditeurs. Voilà. Alors, s'il reste une minute, quand même, j'ai oublié de vous parler de l'Australie. L'Australie, Noël tombe en plein été. C'est vrai. Il fallait quand même Comment parler de l'hémisphère sud. Noël tombe en plein été. Donc, si on met le Père Noël avec sa grande barbe, son gros manteau rouge et compagnie, il va mourir de chaud, le pauvre homme. Donc, il va falloir... évidemment, il est arrivé avec la colonisation britannique au début, à la fin du XVIIIe siècle. Et donc, les premiers colons veulent fêter Noël avec les traditions estivales, les traditions européennes. Donc, le personnage du Père Noël va s'adapter au climat. Et le vieil homme jovial, en rouge et blanc, se retrouve affublé d'une paire de tongs et d'un short. Donc, il va pouvoir célébrer Noël avec les barbecues et les célébrations en extérieur. Donc, voilà comment on fête Noël en Australie. Écoutez, sur ces belles notes de chaleur et de soleil, dont on manque cruellement en ce moment, merci beaucoup Christine, on va se quitter du coup. C'était l'Europe en 43 minutes, émission présentée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, Europe Direct. À bientôt. À bientôt. Et belle fête de fin d'année à tous. Merci à vous aussi. Joyeux Noël à tout le monde.